Je vous emmène ici sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris. C'est sur la rive gauche et c'est le quartier des étudiants, le quartier dit latin parce qu'on y parlait latin longtemps. Il faut grimper là en face l'église Sainte-Geneviève sur le haut de la colline. La rue Saint-Jacques, vous voyez, très en pente elle aussi, avec la tour Saint-Jacques à l'horizon qui était le point de départ des pèlerins qui partaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est la rue la plus longue de Paris. Puis l'autre rue, on monte aussi, et c'est l'autre rue qui grimpe elle aussi. Il y a le palais de Marie de Médicis avec le Luxembourg, la rue Soufflot, et qui était l'architecte choisi par Louis XV pour construire cette mairie du 5e arrondissement de Paris, la fameuse église Sainte-Geneviève, puis la bibliothèque et la faculté de droit de Paris. Cette église en forme de croix grecque avec un portail classique comme un temple romain, c'est tout à fait typique de l'époque de Louis XV. Derrière, vous avez la tour de Clovis, la tour de l'ancienne abbaye Sainte-Geneviève, Saint-Étienne-du-Mont, la bibliothèque, qui elle date de Louis-Philippe, beaucoup plus récente, et dans laquelle la salle de lecture vous tend les bras pour aller y travailler. J'y ai travaillé des centaines d'heures. C'était la seule bibliothèque de Paris ouverte jusqu'à 10h du soir. On n'avait pas d'internet, il fallait chercher dans les livres. Revenons à la place Saint-Étienne-du-Mont. Vous voyez que l'autre église a été abattue. Elle est abritée sous la coupole de cette fameuse église Sainte-Geneviève qui maintenant est le Panthéon depuis la Révolution française. Origine, deux églises. L'église de droite qui était l'abbaye Sainte-Geneviève où ont été enterrés Clovis, Clotilde et Sainte-Geneviève. Les trois étaient amis, la même génération et des collaborateurs. Et de l'autre côté, vous avez l'église Saint-Étienne-du-Mont que le roi Charles VIII a voulu construire car le quartier latin se développait et il n'y avait plus assez de place dans l'église, il fallait en construire une neuve. Le roi arrivait d'Italie, il trouvait que la mode italienne était le style italien. Il a posé la première pierre de cette église en 1494. Donc l'Italie, l'ambiance, la copie des façades italiennes, Renaissance, puisque nous sommes vraiment au début de la Renaissance. Sur le fronton, le Christ ressuscité. Et maintenant, entrons dans cette magnifique église. Cette église Renaissance de style tout à fait nouveau, très claire, très belle, avec toutes les prouesses techniques comme cette clé de voûte. Ici, c'est la nef avec cette chaire absolument magnifique. Cette chaire du maître menuisier Germain Pilon, datée de 1651, avec ici la force et la charité. Au-dessus, l'ange trompettiste du jugement dernier avec l'évangile et la trompette qui annonce le jugement dernier. Tout cela supporté par Samson, vous le voyez ici, qui porte non seulement la chair mais le monde. Nous arrivons dans le déambulatoire derrière le chœur, où là il y a ce jeu de voûtes, de balustres. C'est absolument magnifique. Et la hauteur est impressionnante et nous sommes derrière le chœur et derrière le fameux jubé que vous pouvez admirer là. Ce jubé Renaissance extraordinaire, c'est le seul qui reste à Paris puisqu'après le Concile de Trente, ce jubé a été supprimé. Le jubé servait à séparer le clergé d'un côté et les fidèles de l'autre. Et donc c'est le seul qui reste dans une église de Paris. À la croisée du transept, regardez cet art du pinacle et de toute cette architecture extraordinaire. Et puis ici, la mise au tombeau, c'est un sculpteur italien qui a fait ça à la Renaissance. Ce qu'il y a d'admirable, ce sont les traits des personnages, donc ici Saint Jean et la Vierge.
Nous revenons dans la grande nef, vraiment pour une admirer merveille le de jubé. travail de pierre. Regardez cette dentelle de pierre, ces voûtes tout à fait extraordinaires et cette porte plus récente, mais voilà ce jubé qui est une vraie architecture originale de la Renaissance. L'architecte avait voulu des vitraux sans couleur blanc pour qu'un maximum de couleurs arrive et c'est ainsi que la lumière entre à flot et le jour où j'y suis passé, c'était extraordinaire de luminosité. Donc vous en profitez. Sous l'arche, passons sous l'arche pour arriver dans le chœur, plus travaillé lui, avec des colonnes plus nombreuses, une coursive et l'orgue. Un autre des trésors de cette église, c'est ce buffet d'orgue. Il a 500 ans, il a été créé par Pierre Pêcheur, le facteur d'orgue, et par le maître menuisier Jean Buron. Nous voilà dans la chapelle Sainte-Geneviève avec ses boiseries dorées et les femmes de la Bible et le sarcophage de la Sainte, ainsi que le reliquaire, un des plus anciens de Paris. Par quelques documents, je vais vous raconter la vie de cette fameuse Sainte-Geneviève. Elle est née en 422 à Nanterre, d'une famille riche de grands propriétaires terriens. Son père, Séverus, a une charge municipale dans la ville de Lutèce, donc des gens importants dans l'époque gallo-romaine. La voilà toute jeune fille, petite fille, vers 8-9 ans, elle rencontre Saint-Germain l'Auxerrois de passage là, et elle lui dit qu'elle veut consacrer sa vie à Dieu, ce qui surprend ses parents et l'entourage. À 15 ans, elle est orpheline et décide de s'installer à Lutèce pour y assurer la charge municipale dont elle a hérité de son père. Donc elle sait lire, elle sait écrire et c'est quelqu'un d'un magistrat de la ville de Lutèce. La saison de l'époque est difficile, les barbares menacent, ils ont pris Strasbourg et ils se dirigent vers Paris, vers Lutèce. Geneviève organise la résistance, empêche les gens de quitter la ville et décide d'organiser la défense. Les femmes se mettent en haut des tours pour prier, les hommes n'osent plus s'enfuir, ils sont convaincus qu'il faut défendre. Et Attila, 451, évite la ville pour partir vers Orléans. La vie reprend. Ici, Sainte-Geneviève est toujours entre la méditation, la prière et l'action, puisqu'elle a cette fonction très importante de gardienne de la ville de Lutèce. Elle donne toutes les récoltes de ses terres aux habitants. Et une autre menace se fait jour, ce sont les Francs, les barbares tout aussi cruels que les Huns. Et Geneviève décide de rencontrer leur chef Mérové pour parlementer. Et elle réussit à ce qu'ils ne viennent pas piller la ville. Son fils, Childéric, est tout aussi conciliant, mais le petit-fils Clovis met le siège devant la ville. Il a 40 ans, elle a 60 ans, et elle avance de la ville. Le siège se continue, la population souffre. Geneviève réussit par une nuit sans lune à partir en bateau sur la Seine, aller jusqu'à Melun pour rapporter des provisions. Lutèce est sauvée, Clovis doit partir et quitter le siège. C'est une grande victoire. Clovis devient l'ami de Geneviève, surtout Clotilde sa femme. Quand il devient chrétien, alors il a 40 ans, elle a 70 ans et elle est la conseillère de Clovis et de Clotilde. Ici, vous revoyez sa statue à Saint-Étienne-du-Mont. Vous la voyez avec une clé à la main. Oui, c'est elle qui a donné les clés de Lutèce à Clovis, qui en a fait sa capitale. Lutèce est devenue Paris et Geneviève, le symbole de l'aide aux populations, de la résistance à l'ennemi, et c'est la patronne de Paris.
Revenons à la chapelle Sainte-Geneviève à l'intérieur de cette église. Je vous disais donc qu'à la Révolution, le cercueil avec les restes de Sainte-Geneviève a été brûlé, les cendres jetées dans la Seine, et ensuite tout cela complètement oublié. Sous Napoléon, on a retrouvé le sarcophage un peu cassé de Sainte-Geneviève dans lequel il y avait avant le cercueil, et c'est ce sarcophage que Napoléon a voulu mettre à l'honneur. Il a demandé à ses artistes de fabriquer un reliquaire avec ce bois et ces volutes de bois, et en 1803, il a fait installer ce reliquaire dans cette église de Saint-Étienne-du-Mont. Donc c'est là que maintenant on vénère Sainte-Geneviève. Face à la chapelle Sainte-Geneviève, la chapelle Saint-Louis qui est à droite ici, et dans laquelle se trouvent les bustes faits en 1900 de Racine, qui a été enterré là, notre dramaturge célèbre, et Blaise Pascal, ce philosophe. Les deux habitaient le quartier latin et ont été enterrés dans cette église. Voilà cette église où là, la population est là pour préparer une procession, la relique que l'on va transporter à travers Paris jusqu'à Notre-Dame. La procession qui demande la protection de Paris sous le vocable de Sainte-Geneviève, c'est une ancienne tradition. Vous voyez ici au Moyen-Âge avec tous les corps constitués. Un peu plus récemment, mais enfin il y a encore très longtemps, on voit les tours de Notre-Dame de Paris et la petite rue Sainte-Geneviève qui monte. Le vitrail de Nanterre représente les deux églises, donc l'abbaye Sainte-Geneviève à droite et Saint-Étienne-du-Mont à gauche, et la procession au milieu qui serpente dans les rues pour arriver jusqu'à Notre-Dame de Paris. C'est ancien, mais la procession continue, et voilà, nous sommes en l'an 2020, la procession est organisée, la relique est sortie, et là transportée sur le dos des narguiliers, et puis il s'éloigne pour aller jusqu'à Notre-Dame de Paris et déposer aussi une gerbe de fleurs auprès de la statue de Sainte-Geneviève qui se trouve sur le pont de la Tournelle. C'est une statue réalisée par Landowski en 1900 et qui représente Sainte-Geneviève avec la population de Paris symbolisée par cet enfant. Voilà les grandes figure, des plus grandes figures de l'histoire de France que notre Geneviève. Les gendarmes ont gardé la tradition de la fête de Sainte-Geneviève, qui est leur patronne. Des fêtes sont organisées tous les ans autour du 3 janvier, qui est la date de commémoration de Sainte-Geneviève. Commémoration de toutes sortes dans beaucoup de villes de France, et ici c'est plus solennel avec tous les drapeaux des anciens combattants et toute et toute la pompe des grands jours. Là c'est l'évêque, donc vraiment une fête très fêtée parce qu'en fait elle est vraiment le symbole de la protection des populations. Et voilà Louis de Funès qui là nous salue lui aussi, la patronne des gendarmes, même de ceux de Saint-Tropez. Ainsi se termine ce voyage sur la montagne Sainte-Geneviève de Paris. Je vous dis au prochain voyage, aux prochains instants de bonheur. À très bientôt pour une autre émission.